Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un invité et un invité qui est déjà venu 2 fois. Je suis avec Yann. Salut Yann. Salut Raph, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, impeccable, jamais 203 comme on dit. Ouais, et en fait, Yann, il est déjà venu pour un premier épisode il y a un certain moment où justement on avait déjà parlé de boxe. Et là, on va en reparler. On va clarifier après de quoi on va parler. Et il était venu aussi il y a pas très longtemps du coup pour parler un petit peu plus de tout ce qui est réathlétisation, etc. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter quand même pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Bien sûr, alors moi je suis Yann Santé Évolution sur Instagram, pour ceux qui Ouais, ont Insta. Je suis, coach sportif et conseiller nutrition. Alors moi j'accompagne pas, sur le côté nutrition, c'est assez différent de toi. Je suis pas dans la nutrition sportive, tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais, Je suis plutôt bah, les personnes qui veulent prendre du muscle, et cetera, mais pas des compétiteurs, genre, dans un sport spécifique, ouais, tu vois ce que je ouais. veux dire? C'est là où toi et moi, on se différencie et voilà. Sinon pour le côté sport, bah, j'accompagne tout ce qui est, bah, des personnes qui ont des troubles, musculo-squelettiques, tout ce qui est Ouais. développement de la mobilité, du développement musculaire, voilà, surtout sur ces trucs-là, que j'interviens. Ok. Et bah justement, oui, comme tu l'as dit, on n'a pas les mêmes expertises. Mais de par notre expérience un petit peu de boxeur et notre expertise en tant que tel, en fait, on pouvait parler de ce sujet-là. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est boxe, tout ce qui est nutrition, que ce soit l'aspect un peu plus entraînement. On parlera aussi un peu plus, peut-être un peu plus de l'aspect compétition en lien avec la nutrition, comment adapter les choses. Et du coup, je pensais d'abord, dans un premier temps, qu'on décrive un peu notre parcours au lien avec le sport, peut-être? Carrément, ouais, carrément, carrément. C'est vrai que je l'ai pas j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je suis boxeur aussi, d'où l'intérêt du podcast, toi aussi Ouais, d'ailleurs. Alors moi, ça fait un bon bout de temps que je pratique avec des phases plus ou moins régulières. ouais, J'ai commencé la boxe, j'avais 7 ans et j'en ai 24, donc ça fait maintenant, très longtemps, faites le calcul. Mais ouais, ça fait longtemps. J'ai fait, des compétitions, j'ai été au championnat de l'Est, j'ai fait championnat de Bourgogne. ouais. Heu voilà, j'ai failli aller aux France, enfin, ça fait un bon bout de temps, quoi. Et du coup, toi, niveau boxe, on en parlera un peu plus si tu veux, mais t'as fait quoi principalement comme type de boxe, toi? Ouais, bien sûr, boxe française, donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pieds-poings, mais alors c'est une boxe très, 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 très technique, hein, Ouais, si, pour ne pas dire, chiante, parce que c'est la seule boxe où en fait, il faut énormément armer ses coups, c'est une boxe très, c'est un art martial en fait, hein, carrément, puis c'était utilisé, beaucoup dans la Révolution française, cette boxe-là. C'était plutôt un il y a eu des dérives, un peu, art martial, puis il y a une ça s'est un peu dérivé en boxe au bout d'un moment aussi. ouais, Donc, c'est tout ce qui est pointe du pied, plat du pied, uniquement, pour les ouais. frappes. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une gestion de la distance très intéressante. Donc, Hmm, ceux qui nous écoutent, qui font peut-être de la boxe française, qui veulent aller au kickboxing, parce que j'ai fait un peu de kick aussi. Et ouais, quand tu as l'habitude de la boxe française et quand tu arrives au kick, où là, bah, tu as le droit au tibia et tout, c'est génial. Tu as l'impression de jouer à un jeu vidéo, tu sais, depuis 10 ans. Et là, on te donne un code triche, tu fais mais non. Et ça change tout, en fait. Et c'est vraiment une super boxe, mais elle est incomplète, je trouve. Et il faut explorer, on va dire, toutes les possibilités. Après, ça, c'est mon point de vue, tu vois. J'ai un peu hmm, une vision du combat, pas libre, mais un peu ultime, tu vois ce que je veux dire, où tu as le ouais, droit à ouais. plusieurs possibilités, où tu t'exprimes, vraiment. Puis Hmm. j'ai fait aussi un peu d'anglaise, donc voilà. Ok, ok, ok. Bah, pour ma part, moi, le parcours était plus court. Là, j'en fais pas en club actuellement. Mais j'ai fait 2 ans de française du coup aussi. Enfin, j'ai commencé par la française, du coup j'ai commencé dans le concret, tu vois, dans la technique plus plus. Et j'ai fait aussi 1 an de Muay Thai et 1 an de anglaise. J'ai essayé d'un peu découvrir, tu vois.
J'ai fait un tout petit peu de kick aussi, mais j'en ai moins. Enfin, je me suis très vite tourné vers la Muay Thai. En fait, c'était la même année que la Muay Thai où j'ai fait de la kick, mais j'ai plus accroché la Muay Thai. Et du coup, non, c'était intéressant parce que, comme tu l'as dit, en fait, le fait d'avoir commencé par de la française et après, quand je suis arrivé notamment en Muay Thai, c'était archi, genre, enfin, en Muay Thai, tu peux faire plein de trucs en plus, tu vois, genre coup de genou et tout. Et enfin, ça me faisait bizarre au début parce qu'en fait, j'avais vraiment pris l'habitude de faire des pointes et tout, tu vois. Donc c'est vraiment très différent. Et l'anglaise aussi, j'en ai fait un peu, mais l'anglaise, j'ai moins accroché. Mais moi, je sais que même de par le sport, l'entraînement, etc., j'aime beaucoup, on va dire, utiliser mes jambes en tant que tel, tu vois. Même si évidemment en anglaise, les déplacements sont super importants. Le fait de pas donner, on va dire, de kick et tout, ça me manquait. Du coup, j'en ai quand même fait un an, mais tu vois, j'ai beaucoup moins accroché, genre, personnellement. Je comprends. Ouais, je comprends. Puis l'anglaise, tu as ce truc, qui a un petit peu moins, on va dire, dans les autres box. Alors tout dépend de son style aussi, bien sûr, mais Ouais, le côté très, je me rapproche, très, je resserre ma garde et je rentre à fond le menton, je me mets en boule à fond, ouais, au niveau ouais, corps. Ça donne un aspect, piquant, danger que tu retrouves un peu moins quand tu es en distance de jambes. Par contre, attention parce que, je dis pas que les jambes, c'est moins dangereux, hein, bien au contraire, ah parce ouais, qu'un non, non, non. un high kick, bon voilà, je m'en suis déjà pris. Après, ça dépend par qui aussi, mais les 2 versants sont top. Et quand tu arrives à lier les poings et les pieds, bah là, c'est génial. Mais faut une base solide et il faut une bonne anglaise. C'est mon Ouais, point de vue. ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Enfin, comment dire, en fait, l'anglaise, elle te permet bien de focus sur ton déplacement des pieds, parce que du coup, t'as pas utilisé tes pieds pour faire autre chose que du déplacement, techniquement. Et Clairement. enfin, après, tu utilises tes hanches, évidemment, pour les coups de poing, tu vois, etc. Mais c'est vrai que je trouve que l'anglaise, d'un point de vue basique, pour après mieux comprendre et mieux faire la technique des autres, est bien. Après, moi, j'ai pas fait dans cet ordre-là, j'ai pas commencé par de l'anglaise, mais je sais que mon prof que j'avais eu, mon coach en anglaise, m'avait beaucoup expliqué ça. Et c'est vrai que ça fait assez sens au final, tu vois. Donc non, et je pense que justement, ça peut être intéressant de parler un peu des prérequis un peu physiques des boxeurs, de toi, Ah, ton point de vue et tout dessus. carrément, carrément. Bah déjà, la mobilité d'épaule, ça c'est hyper important. Que ce soit en flexion d'épaule, la mobilité du coude. Ouais. Par mobilité, j'entends, bah, pas être capable de faire des extensions complètes du coude. Ça, Mhm. pas beaucoup de boxeurs, surtout qui sont très, tu sais, très à l'ancienne, très, on limite le port de charge, tout ça, tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire? Très, ouais. ont l'habitude de pas complètement tendre leurs bras, toujours garder un léger flex, j'ai remarqué, tu vois, dans leur frappe, hein. Et c'est dommage parce que ces personnes-là, on va dire, n'ont pas l'habitude d'exploiter leur pleine mobilité en extension complète du coude, donc du coup s'exposent à des risques de blessures plus importantes. Il y a le... Alors c'est pas trop un prérequis, ce que je veux dire, c'est plutôt une qualité, pseudo qualité physique, mais c'est Ouais, le grip, tu vois ce que je veux dire. ouais, 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 Très ouais. important quand tu, par exemple, pour frapper, tu vas être très très détendu, limite main presque ouverte, et à l'impact, bam, tu vas Ouais, contracter le poing. Et les muscles de l'avant-bras sont hyper importants puisque c'est vraiment ce qui va faire que tu vas limiter tes blessures à ce moment-là. La stabilité du poignet, travailler sur la stabilité du poignet, la flexion du poignet, tous ces mouvements-là sont, sont vraiment des prérequis à avoir. ouais. Vraiment, vraiment. Après, bien entendu, les hanches, les genoux, voilà, ça c'est vraiment le pied aussi. Ça, c'est un truc dont on parle jamais. Ah La ouais. mobilité Pour des avoir doigts fait de de la pied. Muay Thai, le pied, c'est super important. Sinon, tu te fais des tendinites archi vite, hein. Ah, carrément, carrément, carrément. Ouais. Donc ça c'est hyper important. Surtout que bah c'est pas pour critiquer, mais c'est là où un coach de boxe va être vraiment différent d'un coach sportif, parce qu'ils n'auront pas la même vision. Tu vois ce que je veux dire? Le coach de boxe, peu importe ton passé sportif, c'est aller bah, 2 minutes de corde à sauter. Tu vois, on en avait parlé dans Ouais, notre ouais, dernier ouais. ensemble. Bah, ton tendon d'Achille, il n'a pas forcément l'habitude, donc c'est vrai que
se familiariser petit à petit avec la pliométrie, avec voilà, le fait d'être capable de bouger ses orteils, travailler la flexion des orteils, tout ça, c'est des choses vraiment importantes à travailler à mon sens. Donc voilà, Mmh. la mobilité de la cage thoracique aussi pour pouvoir bien esquiver tout ça, hein. La Ouais. mobilité de la colonne cervicale aussi, très très important pour correctement encaisser les chocs, les contraintes, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Ouais. Non, non, mais je pense que le grip, c'est important. Les pieds, c'est important. Enfin, après, en fait, j'ai envie de dire, il y a énormément de choses qui sont importantes, mais si j'aurais, on va dire, envie de classer, un peu d'alléger pour que les gens, ça soit, tu sais, qu'ils se disent pas directement, en fait, faut que je travaille la mobilité partout d'un coup, je dirais que le grip est quand même l'un des plus importants, parce qu'au final, c'est ce que, enfin, dans chaque coup de poing que tu donnes, en fait, c'est ce qui va tout le temps jouer. Enfin, si la personne a déjà pris l'habitude d'avoir les épaules relâchées, de donner le coup et au dernier moment, on va dire tu vois, de mettre de la tension. Le grip joue tout le temps. Les pieds, je pense que ça dépend aussi de quelle boxe on fait. Je pense que ça sera pas la Bien même sûr. priorité si quelqu'un fait de l'anglaise que si quelqu'un fait de la pied-point. Et la hanche, je pense que la hanche dans tous les cas est très importante parce qu'en anglaise, tu en as besoin pour amener les coups. Et après, en pied-point, tu en as aussi besoin pour faire bah, tous les kicks, tu vois. Genre, il y en a, t'as pas de mobilité, t'as pas de souplesse, t'arrives pas, quoi. Donc, Ah, c'est clair. C'est clair, c'est donc clair. non, Après, non, ça non. dépend beaucoup du style aussi, tu vois. Bah, alors là, Ouais, je parlais que de l'anglaise, parce que l'anglaise, pour moi, peut faire exception à ce que je veux dire. Quand tu fais ouais. du pied-point, bon, voilà, tu as besoin d'une mobilité des orteils et du pied de manière générale. En Ouais. anglaise, c'est aussi vrai, mais ça dépend un peu plus du style. Il y en a, ils vont être très sur l'attente, très sur le contre, très Mhm. sur, tu vois, ce genre de choses, et pas assez dans ce qu'on appelle l'impulsion-répulsion, c'est-à-dire avoir la jambe qui fait ressort, Ouais, ouais, c'est-à-dire ouais, ouais. Le fait de et sautiller très un peu. fortement dans le sol, exactement, pour Mhm. frapper dur, et à certains moments être un peu, bah, pour ceux qui voient, bivol en fait, très clairement Mhm. bivol, si c'est un athlète qui vous parle, qui est très dans le style soviétique, si, c'est un style très intéressant qui évite, bah, qui permet de mieux absorber les coups aussi et d'avoir une certaine élasticité musculaire aussi pour envoyer. Donc, c'est un style que je trouve très intéressant. Je ne vous dis pas d'adopter ce style, mais être capable d'avoir, pas forcément être un bivol, mais cette capacité de, de ressort, en fait, de pulsion-répulsion, si je peux dire. Ouais. C'est vraiment important, même en anglaise. Donc, voilà. Ouais, non, mais je pense que c'est un point important. Et est-ce que toi, globalement, d'un point de vue avec tes compétences liées à la mobilité, etc., tu aurais des choses à discuter par rapport à la préparation physique d'un boxeur, justement? Globalement, genre, parce que là, on a parlé un peu de mobilité, mais est-ce que selon toi, il y a peut-être des qualités physiques un peu plus globales ou une certaine préparation qui te serait intéressante à faire avec des boxeurs? Sur le plan articulaire uniquement ou globalement? Non, globalement, ouais. Globalement, bah, pour reprendre un peu ce qu'on a dit, déjà pour parler du plan alors moi, comment je fonctionne en fait? Parce que je donne des cours en fait de préparation physique, de boxeur aussi, Ouais. à côté de ce que je fais, et j'articule un peu mes séances comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'échauffement, il y a le travail, de mobilité en fait, articulaire, où on va monter en intensité, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on va travailler un peu d'isométrie, on va faire des piles and rails, on va faire des choses comme ça. On Mhm. va faire des rotations articulaires contrôlées, on va faire des choses comme ça. Petit à petit, en fait, on va basculer sur de la pliométrie, ok. Ok. Donc, plus ou moins intensive en fonction des niveaux, de la tolérance de chacun, etc. etc. Et Ouais. ensuite, on va travailler sur donc on fait enfin, mobilité, explosivité, du coup, puisque la pliométrie, c'est de l'explosivité. Mhm. Ensuite, on fait puissance, après, on fait force max, et à la fin, on se fait une ou deux séries d'hypertrophie. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Et en Ok. fait, dans la logique de séance, pour expliquer, euh, c'est un échauffement graduel. Quand tu regardes, je Ouais. m'explique. Si tu ferais de la force max
avant de faire de l'explosivité, tu perdrais en vitesse parce Mmh. que tu as tellement mobilisé ton système nerveux avant que ça n'a pas de sens. Alors que si tu commences par l'explosivité, c'est-à-dire ce qui est moins taxant nerveusement, ok, Ouais. sachant qu'on se garde de la réserve, de toute façon c'est le but de l'explosivité et du travail de puissance aussi, j'ai envie de te dire, c'est de se garder de la réserve, un maximum de fraîcheur pour pouvoir réitérer ces mouvements avec une notion de vitesse. Ok, donc Ouais. c'est pourquoi je OK. commence par l'explosivité. Ensuite, la puissance, puissance qui va nécessiter aussi de la vitesse, mais aussi une notion de force, ce qui fait que le mouvement sera moins rapide qu'en explosivité, en fait. Voilà. Mmh. Et après, force max. Donc c'est pour ça que quand tu regardes le cheminement de la séance, ça Ouais. fait un peu comme un échauffement du moins intensif au plus intensif, tu Ouais, ouais, vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme ça que je réfléchis. Sinon, bah, travail de grippe, travail d'extension de hanche, Ouais. d'extension, travail en position de quart de squat, entre guillemets, travail de lancer, travail de réactivité aussi. Par exemple, ma pliométrie, comment je la. Parce on peut faire de la pliométrie haut du corps, c'est un peu moins connu, mais ce qu'on appelle du drop and catch, c'est-à-dire que bah, je vais demander à mes athlètes de lever leurs bras, Ouais. d'avoir un haltère de 2 kilos, tu vois, de le lâcher et de le rattraper le plus rapidement possible. Ce qui fait qu'en fait, on va travailler l'explosivité de l'épaule, mais Mmh. également, alors aussi du coude, en fonction de plus ou moins comment on tend le bras, Ouais. mais aussi du coude, pardon, mais aussi le fait, tu sais, quand tu es en garde et que Mmh. tes épaules deviennent lourdes et que tu Ouais. les baisses petit à petit, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce travail d'explosivité, ce qu'on appelle en drop and catch, comme moi je le fais faire, va Ouais. permettre de travailler cette résistance des épaules aussi, tu vois. OK, ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est Donc, c'est intéressant. un peu comme ça que je bosse, quoi. Et aussi, par curiosité, le grip, toi, est-ce que souvent tu as des exercices particuliers que tu donnes ou pas? Pour le grip? Alors, moi, il y en a deux que j'affectionne beaucoup. Comment ça s'appelle? Tu le fais aussi cet exo, mais en fait, c'est du soulevé de terre à la trap bar, clairement, parce que tu travailles et ton grip et les membres inférieurs. Donc, je trouve ça super intéressant. Ah, Surtout que tu le travailles, après, tout dépend comment tu es grand aussi, mais moi, je le fais faire de manière à se retrouver en quart de squat. Tu, OK. tu te souviens de ce que j'appelais tout à l'heure l'impulsion-répulsion. Ouais, Bah, en boxe, tu es souvent comme ça. Quand tu ouais. donnes tes coups, bah, la force provient des jambes et tu es souvent en quart ou en cinquième de. Ouais, tu es plutôt en 5 ou sixième de squat Ouais, pour le ouais, coup. quand même, ouais. Euh, et je trouve que de réduire l'amplitude exprès, mais de la travailler, cette amplitude spécifique avec force, ben, Mmh. ça permet alors pas complètement parce que c'est pas spécifique, tu vois ce que je veux dire, Ouais. mais ça permet de travailler cette force dans cette amplitude articulaire que tu as tendance à te retrouver en boxe, tu vois. Et en plus d'avoir ce travail de grippe, c'est pour ça que moi, le soulevé de Mmh. terre, trap bar, j'aime beaucoup. Sinon, bah, la marche du fermier, quoi. Ouais, ouais, je le faisais aussi une période. Ouais. Souvent, je fais Et pas les tu 2 en vois, même temps, moi, parce que mon grip, il pète un câble, sinon à la semaine, il a trop de volume. Mais ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. après, ça dépend le poids qu'on met aussi. Oui, c'est clair. Et tu vois, on parlait du travail de pied. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire qui est Ouais. assez ludique, assez rigolo. Tu pas l'air stylé quand tu le fais, mais je sais pas, c'est marrant. En gros, tu vas te retrouver en éversion de cheville. Je OK. sais pas si ça parle à certains, mais en gros, tu vas faire exprès d'avoir le pied, on va dire, dans une position un peu tordue, de marcher comme ça, Ouais. avec des poids dans les mains, en fait. Donc tu fais un genre de marche du fermier Ouais. avec les pieds un peu tordus, tu vois ce que je veux dire, pour mettre de la OK. contrainte sur le pied, les ligaments, la cheville, etc., etc. Mmh. OK. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, ça, faut le faire pieds nus, par contre. Ouais, 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 carrément, 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 c'est ça. OK. Non, mais je vois. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et, du coup, je voulais aussi, à côté de ce truc de préparation, tu vois, parce que justement, tu parlais un peu de compétition au début de l'épisode, mais je pense que même des boxeurs qui font pas de compétition ont parfois des objectifs physiques particuliers. Et du coup, je voulais parler aussi un peu de nutrition. Je sais pas si toi,
Genre là, en mode, est-ce que tu avais des thématiques particulières que tu voulais me demander, tu vois? Parce qu'en mode, moi, je peux déblayer, enfin, je peux donner du truc, mais est-ce que t'as pas, genre, quelque chose de précis où tu voulais que je commence dessus à en parler, et puis après, on peut en discuter. Ouais, ouais, carrément, justement. Bah, vu que moi j'ai moins cette, bouteille, je pense avoir certaines idées, mais ce sera pas autant poussé que toi, parce que toi, c'est plus ta spécialisation, on va dire. Ouais, C'est, est-ce que toi, du coup parce que j'ai cru voir dans tes stories que tu accompagnais des boxeurs ouais. et du coup, ils sont compétiteurs ou pas? Bah, il y en a un, il va faire une compétition semaine prochaine. OK, J'en ai déjà accompagné un aussi. Bon, je l'ai plus en accompagnement, mais il faisait du JB et il faisait du MMA aussi. Il faisait les deux. Du coup, il faisait des OK, compètes aussi. Mais globalement, non, j'accompagne pas encore beaucoup de compétiteurs. En fait, ça dépend des phases, tu vois, c'est grave cyclique, genre des fois il y a besoin, des fois il y a pas besoin. Mais justement, c'est intéressant les compétitions parce qu'il y a beaucoup de protocoles qui peuvent être mis en place selon le type de boxe et selon le type de compétition aussi. Du coup, ouais, globalement, c'est ça. Ouais, OK, OK et du coup, j'imagine que, toi, si tu accompagnes, je sais pas, un compétiteur, ouais, tu vas, ajuster la nutrition en fonction de l'échéance de la compétition, en fonction de je sais pas, si par exemple la personne a un combat dans 3 ou 4 mois, ouais. heu, peut-être que alors je sais pas si tu fonctionnes en trimestre, je Bah, pense que c'est beaucoup une question de contexte aussi. Alors moi en gros c'est en fait au niveau des suivis que je fais moi je fonctionne que en mensuel dans le sens où c'est-à-dire que moi je suis pas le genre de diète qui fait pack 3 mois, pack 6 mois. En fait moi genre c'est grave libre tu vois genre en mode tu commences et puis en fait tant qu'on décide de pas arrêter on n'arrête pas mais il n'y a pas de on fait un contrat sur le telle durée tu vois c'est très libre. Et du coup, au niveau des compétitions, on peut commencer un peu comme on veut. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'objectif physique de la personne pour la compétition. Par exemple, tu vois, je donne l'exemple, mais il y a des boxeurs au final où par rapport à leur taille et leur poids, on pourrait se dire, oh tiens, ils sont très élevés en poids. Mais en fait, c'est parce que aussi, de par leur expérience, ils savent qu'un poids plus élevé dans une compétition, enfin, dans une catégorie plus haute, ils sont plus à l'aise et ils sont meilleurs que s'ils sont dans la catégorie plus basse, tu vois. Parce que Totalement, ça, c'est une erreur, je trouve. Enfin, ça, c'est cliché, tu sais, de toujours se dire en boxe, faut être dans la catégorie la plus basse possible, alors que pas forcément au final, tu vois. c'est clair. Donc, déjà, il y a ça. Un autre point grave, grave important, c'est déjà, bah, en fait, est-ce qu'il y a besoin d'une perte de gras? Je parle pas ici d'une perte de poids, je parle d'une perte de gras parce que il y a en boxe, en fait, dans une stratégie de compétition, il peut y avoir perte de gras et il peut y avoir perte de poids, mais en fait autre que le gras, tu vois. Donc évidemment, s'il y a perte de gras, va falloir prendre plus de temps, parce que forcément, ça demande une certaine durée. Et aussi, ce qui va indiquer beaucoup le protocole qu'on va mettre en place, notamment la semaine avant la compétition, c'est énormément en fait la différence, le nombre d'heures qu'on a entre la pesée et les combats. Parce que ça, tu vois, selon les box, ça varie. Genre, il y a des box, c'est que 2 heures. Il y a le MMA, c'est 24 heures des fois. Je sais pas, toi, les compétitions que t'as fait, par exemple, c'était combien de temps, généralement? Parce qu'en fait, ça varie des fois aussi selon les compétitions. Bah, écoute, moi, la plupart du temps, c'était le matin même, en vrai, hein. Et t'avais Après, les vu que c'est combats du quand? niveau amateur, tu vois? C'est Ouais. peut-être, plus à la one again, tu vois? Ouais, Mais, ouais, ouais, ouais. c'était plus le matin et tu boxes c'était le matin 9-10 heures, et tu commençais, vers, 14-15 heures, quoi, tu vois? Ouais, ok, ouais, 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 effectivement. Ouais, parce que après, ça, selon les sports, tu vois, ça varie de ouf. Et en fait, plus t'as de temps entre les deux et plus techniquement t'as un potentiel de stratégie qui peut se faire. Mais ça, justement, ça c'est à voir et c'est extrêmement spécifique. Parce que ça dépend aussi de tout ce qui a été fait auparavant avec l'objectif de poids, tu vois. Donc en fait, il y a plein de choses à faire. Genre vraiment, il y a plein de choses à faire et je pense que beaucoup de boxeurs ne le font pas. Mais du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui loupent un peu une opportunité de progression, mais surtout, je pense en fait, c'est même pas une opportunité de progresser pour être meilleur à la compétition,
Je pense que c'est surtout en fait d'avoir une stratégie qui permet de pas venir complètement mort à la compétition. Parce qu'il y a des boxeurs qui cherchent tellement à atteindre un poids ou une catégorie qu'ils viennent, ce sont des larves, tu vois. Genre, Mais techniquement, c'est tu le vois pas clair. d'extérieur, mais tu C'est vois qu'ils sont tellement crevés, genre. Ah, mais c'est clair. Tiens, anecdote, je pense que ça va te faire rigoler. Ouais. Bon, après, chacun prend la diète qu'il veut, hein, ça, ça regarde chacun. Mais il y a un gars, il pensait que faire le OMAD, c'est le Mhm. one millionnaire Ouais, par ouais, ouais, jour, ouais. c'est vraiment la solution et tout. Le mec, il avait fait ça genre pendant 4 mois. Le mec, il avait perdu genre, je sais plus si c'était 10 ou 12 kilos. Et waouh, tu vois, genre, t'es là. Ouais, mec, déjà un sparring léger, est-ce que tu seras capable de le faire sans tomber dans les pommes, tu vois? Et Ouais. comme tu dis, il y a des gars, ils font des trucs, mais laisse tomber, quoi. Il y en a, ils s'hydratent pas exprès et tout. Mhm. Enfin, c'est ouf ce qu'on peut voir des fois. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, en fait, je pense que il y a certaines personnes qui font des choses où en soi, l'idée n'est pas déconnante, mais le problème, c'est que c'est tellement pas structuré, ou du moins, il y a tellement pas les connaissances derrière, qu'au final, ça met plus en danger la santé. Et ça fait, entre guillemets, foirer la compétition, tu vois, parce que si tu viens et que t'es pas en forme, bon, bah, c'est mal barré, tu vois. Donc, enfin, par exemple, tu parles de la déshydratation. À chaque pourcentage de déshydratation, tu augmentes ton BPM de base. Donc, ça veut dire que quand tu es dans ton combat, tu arrives beaucoup plus rapidement à, on va dire, ton pic de perf. Ce qui veut dire, en fait, que techniquement, dans le round, tu vas durer beaucoup moins longtemps. Et à un moment donné, tu vas déjà être mort, tu vois, par rapport à d'habitude. Et, euh, il faut te dire que c'est tous les 1% d'hydratation alors, la donnée exacte, il y a une moyenne qui a été faite avec des études. La donnée exacte, c'est que tu augmentes pour chaque pourcent d'hydratation environ de 6 à 8 BPM. Mais c'est énorme, parce que si quelqu'un vient, il s'est déshydraté de fou, il est genre à 4%, ce qui est grave possible. Il est déjà bah, plus de 20 BPM et quelques, mais ça fait genre grave la différence, tu vois, sur un round. Et tu vois, tu parles de BPM, mais Ouais, c'est non seulement ça touche les BPM, mais également bah, tes qualités physiques. Tu vas produire la capacité à réitérer de la force dans tes ouais. frappes, elle sera moindre. Mhm. La notion de vitesse, elle sera moindre. Enfin, tout va être moins bien, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais clairement. Du coup, non, je pense en gros, c'est la globalité. Enfin, en fait, mon protocole, ça dépend énormément de la personne aussi, le boxeur, ce qu'il cherche à faire, et ça dépend aussi de la compétition. Tu vois, par exemple, là, semaine prochaine, lui que j'accompagne, il a une compétition, mais c'est sa première compétition dans la boxe qu'il fait, tu vois. Là, il fait de la kick, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais on va pas faire un protocole poussé, parce que, en fait, pour moi, pour une première compétition, faire un protocole poussé, c'est pas l'idée parce que je trouve aussi que c'est important pour le côté humain de juste kiffer un peu la compétition et de pas trop se prendre la tête, tu vois, à avoir un protocole super précis. Juste en fait qu'il y aille, il est dans une catégorie, ok, tu vois, là il est dans les catégories jusqu'à 60 kilos. Ok, peut-être il est pas à 59 kilos pile, il est pas juste dans la fourchette haute pour pas avoir d'écart de différence de poids avec les autres, nanana. Mais c'est pas grave, tu vois. Enfin, genre là, l'idée, c'est juste qu'il voit un peu avec son poids actuel aussi comment il se sent. Est-ce que peut-être pour des combats, il faudrait mieux être un peu en dessous, il faudrait mieux être un peu au-dessus. Là, je lui ai juste dit quelques petits mots par rapport, tu vois, à l'alimentation, des choses à mettre en place pour optimiser au max les niveaux de glycogène. Mais tu vois, pas un protocole très compliqué, juste les 3 jours avant la compétition. Également pour les fibres, pour être d'un point de vue digestif très ok, tu vois. Mais tu vois, en fait, c'est juste tester des tout petites choses pendant qu'on y est pour la première compétition, mais c'est juste pour avoir en fait des données et surtout que lui, il prenne plaisir. Donc je pense que ça aussi, c'est important de pas tomber dans le truc de, dès la première compétition, vouloir genre mettre un truc grave compliqué en place, tu vois. Genre, enfin, moi, C'est c'est ce que je clair. dis, moi, je dis non, tu vois. Genre, ça sert à rien, je trouve. Après, ça dépend Ben, c'est quelle compétition. je suis d'accord avec toi, surtout que, bah, tu vois, vu que tu es boxeur aussi, tu as le recul de te dire, le mec, il a jamais boxé en compétition, il sait même pas, entre guillemets, entre grosses guillemets, c'est pas pour le descendre, mais ce Ouais, qui vaut par rapport à son poids de forme, ouais. par rapport à son poids actuel, je veux dire. Et ça demande de l'expérience en boxe avant de savoir plus ou moins là où on est le mieux à tel ou tel kilo, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais du coup, je pense que ça, c'est important. Euh, et sinon aussi, je sais que tu m'en avais déjà parlé, mais aussi le terme sèche et cutting. Ouais. Si, Carrément, c'est ça que je voulais te parler. ouais. J'allais oublier. Est-ce que toi, du coup, le cutting, est-ce que c'est, une stratégie que, tu mettrais en place plutôt au milieu du suivi du combattant? Admettons, genre, posons un contexte. Il a Mhm, 6 mois pour se préparer. Est-ce que ouais. tu vas plutôt faire, je sais pas, un déficit progressif? Ou est-ce que tu vas commencer, par un cutting direct ou que tu vas commencer par un cutting, au mois numéro 3 enfin comment tu Hmm. de manière générale? Ouais. Bah, est-ce que toi, par exemple, enfin, est-ce que même soit une idée ou même soit, enfin, de ton expérience ou même de ce que tu vois peut-être des boxeurs autour de toi, est-ce que t'as, on va dire souvent des schémas un peu de comment sont faites les choses de par ce que tu vois ou pas? Ah, je vais mais tu sais quoi? Je vais non seulement te dire ce que je vois et je vais te dire ce que moi je faisais à Ok. l'époque avant d'être coach. Ouais. Heu, c'est que la plupart des gens, ils vont, alors ça c'est le grand classique, je Mhm. diminue les féculents, j'arrête le pain, j'arrête les sauces, j'arrête le coca, j'arrête tout, enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, C'est souvent ouais. Clean diet, quoi. c'est ça, c'est, entre guillemets «tout ce qui fait grossir» dans l'inconscient Ouais, des gens, tu vois? ouais, ouais, ouais. Alors que moi, bah, tout simplement, je réduisais les quantités, je faisais un déficit, progressif, en fait et je m'y Ok. prenais, en général, ouais, 1 mois et demi avant, voilà, tu vois? Histoire d'aller chercher, les quelques kilos tranquilles, Ouais. généralement, moi, j'avais deux ou 3 kilos à perdre, quoi, tu vois? Ouais, ok, Pas ok. C'est ce que pas la j'allais te mort. demander. Oh. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que t'avais au final beaucoup de poids à perdre ou pas, tu vois? Non, bah, me concernant, non. Après pour, les gens de mon entourage, que je Ouais. connais qui faisaient ça, en soi, eux non plus, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, des fois, c'est pas plus mal, même si, tu vois, il y a un boxeur, Andy Ruiz, je sais pas si tu vois qui c'est, Non, celui qui ça a me dit battu rien, ouais. Joshua, un Mexicain obèse, Ouais. un petit obèse quoi, en gros, tu vois? Sans vouloir le vanner et tout le monde disait: «Mais il va se faire allumer par Joshua, Joshua athlétique, musclé et tout» et en fait et ben, le petit Mexicain, et ben, en fait, il était archi explosif pour son physique, personne s'y attendait et comme Hmm. tu disais tout à l'heure, des fois, boxer en caté plus haute, c'est carrément intéressant, quoi. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, en gros, tu m'as dit du coup le contexte 6 mois. Dans 6 mois, il y a la Mouais, compète. Euh, Si, en fait, moi, ce que je fais, imaginons là, la personne décide d'être en contact avec moi, etc. Et elle me dit, oui, j'ai 6 mois, etc. Moi, déjà, ce que je vais lui demander, c'est si elle a de l'expérience avant. Est-ce qu'elle a déjà fait des compétitions avant ou pas? Et si elle a déjà fait des compétitions, je vais lui demander, par rapport à son poids actuel, que je vais lui demander aussi, est-ce que son poids actuel est un poids qui est souvent plus élevé que celui qu'elle avait à d'autres compétitions? Et si c'est le même qu'elle a aux autres compétitions, est-ce que ce poids-là, la personne se sentait bien ou pas dedans? Est-ce que la KT où elle était, elle sentait que tu vois, c'était un peu sa KT ou elle sent que c'est le mieux, tu vois? Déjà, ça c'est important parce que ça m'évite de faire des raccourcis en mode oh, t'as du poids à perdre, allons-y, tu vois? Parce que en fait, peut-être des fois, comme on vient de l'expliquer, il n'y a pas forcément besoin au final. Donc, ça déjà, c'est important parce que par exemple, si il n'y a pas besoin de perdre du poids, ou alors on est juste à 2-3 kilos, en fait, 6 mois, c'est énorme, tu vois. Genre, on n'a pas besoin de s'y prendre aussitôt. Donc, c'est pour ça que c'est important de directement être au clair là-dessus. Par contre, dans le cas où il y a du poids à perdre, là, je vais être un peu plus dans le détail. C'est-à-dire que s'il y a du poids à perdre et qu'imaginons la personne, euh, soit deux situations, soit imaginons c'est sa deuxième compétition, elle en a déjà fait une, mais tu vois, en mode, elle a testé un peu, elle a bien aimé, etc. Mais elle est pas encore, tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure par l'expérience, elle peut pas encore dire c'était ma KT, tu vois. Genre, c'est celle où je veux continuer. Du coup, vu qu'elle sait pas, bah, l'idée là, c'est que, enfin, il y a pas de solution magique, on va tester, tu vois, on va tester une autre catégorie qui semble être plus pertinente.
Ou alors sinon, même un autre cas, la personne a déjà fait des compétitions, mais les catégories où elle était la dernière fois, en fait, ça correspond pas, tu vois. Elle sent qu'il n'y a pas trop d'énergie et tout. Donc là, dans ce cas-ci, je vais calculer par rapport à ces données actuelles, donc à la fois le poids et à la fois la masse grasse, si elle a moyen de la calculer. Donc il y a soit les balances, soit les plis cutanés. Enfin, après la méthode, l'idée c'est pas d'avoir un truc ultra précis, c'est d'avoir juste une idée, quoi, une trend, on va dire. Et du coup, une fois que j'ai ces données-là, en fait, moi, je sais que globalement, et ça, je pense qu'on pourrait en faire tout un podcast. Enfin, je pourrais en faire tout un podcast, c'est sûr. C'est en fait de ne pas arriver à un pourcentage de masse grasse qui est trop bas. Parce que là, ça fout vraiment la merde, mais pourtant, enfin, dans ces sports-là, c'est très facile au final. Si on est acharné par rapport à notre poids, c'est très facile d'être trop bas. Du coup, la limite que je mets, moi, c'est 13% de masse grasse pour les femmes, à pas aller en dessous. Et pour les hommes, on est à 7%, pas aller en dessous. En fait, il y a des études qui disent entre 5 et 10%, les hommes, c'est OK. Mais en fait, on a remarqué qu'en dessous de 7%, la santé, elle commence un peu à en chier, tu vois. Donc en fait, je mets cette limite-là. Et comme ça, en comparant par rapport à la masse grasse qu'a actuellement la personne, en fait, je vois, tu vois, la ligne qui est entre les deux. Genre, par exemple, prenons un exemple. Tu me dis une personne de 6 mois, imaginons la personne est à 15% de masse grasse, tu vois. Je me dis, ok, c'est un homme, bah du coup on a 8% de masse grasse en marge, tu vois. Et du coup, après je fais des petts calculs tout simples du style si elle fait 70 kilos et qu'elle a 13% de masse grasse, et ben je me dis en fait techniquement, si on peut se permettre d'arriver à 7% de masse grasse, ça veut dire qu'elle perdra, bon là je te fais pas le calcul en direct, mais elle pourra perdre environ 5-6 kilos, tu vois, grand maximum. Et du coup, elle pourra être la catégorie la plus faible possible où elle pourra être. C'est une catégorie où il tombe à 65 kilos, pour arrondir, tu vois. En mode, pour mettre au clair les choses, en mode, n'espère pas être à une catégorie en dessous de 65 kilos, sinon ça vaut pas du tout le coup. Enfin, théoriquement tu peux, mais la santé, elle pourra pas, on va dire. Du coup, il y a ça. Et à partir de là, en fait, c'est là où on discute et où on met en place un protocole, tu vois. Mais imaginons s'il y a 5-6 kilos à perdre. Là, en fait, il y a un autre choix qui se pose. Mais en fait, c'est qu'une discussion avec la personne, tu vois. Moi, je vais pas prendre des choix tout seul. Évidemment, je guide, mais derrière, je demande tout le temps l'avis et tout. C'est là, en fait, la question de est-ce que on fait un déficit agressif ou modéré? Parce que là, si on veut perdre du gras, forcément, il faut un déficit. Mais, euh, mais tu vois, agressif, généralement, en gros, c'est 1000 calories par jour. Du coup, en moyenne, tu perds 1 kilo par semaine environ. Et après, modéré, c'est plutôt 500 cales par jour. Du coup, en moyenne, tu perds 0,5 par semaine. Du coup, tu vois très bien la différence. Mais si on a 5 kilos à perdre, en faisant un agressif en un mois et demi, on peut commencer un mois et demi avant la compète. Mais si on est en modéré, tu vois, il faut s'y prendre 3 mois avant. Mais tu vois, par exemple, c'est intéressant parce que dans l'exemple que tu as donné des 6 mois, ça montre en fait que même 6 mois, c'est énorme. Genre, faut pas s'inquiéter 6 mois avant, oh, j'ai une compète. Et heureusement, parce que la boxe, c'est quand même un sport, selon le niveau où tu fais, où tu as des compètes assez régulièrement, hein. Des fois, c'est 3 Ouais, fois par an et tout. c'est clair. Donc, Ouais, c'est clair. du coup, non, il y a ça. Et puis après, bah, tu m'avais demandé par rapport au cutting. En gros, déjà, le terme sèche et cutting, la grande différence, c'est que sèche, c'est en fait quand tu veux perdre de la masse grasse. Donc, quand tu veux sécher, techniquement parlant, c'est quand tu veux devenir plus sec physiquement. Mais en fait, ça veut dire que tu perds de la masse grasse. Et du coup, en termes de proportion, tu as plus de muscles. Et du coup, tu es plus dessiné musculairement parlant. Mais par contre, cutting, en fait, ça veut dire couper, clairement. Mais en fait, couper, ça, souvent, on réfère ça à l'eau, mais pas qu'à l'eau. C'est-à-dire que cutting en boxe, ça implique le fait de perdre de l'eau, donc de mettre une certaine déshydratation contrôlée. Bon, tu m'as parlé de la déshydratation tout à l'heure. En fait, c'est une méthode qui est intéressante dans certaines situations, mais souvent elle est mal faite. Enfin, genre tu peux la contrôler ou tu peux la faire n'importe comment. Du coup, cutting, ça veut dire se déshydrater et aussi, dans certains cas, s'il y a possibilité de enlever, enfin pas enlever, comment je peux le dire ça en français là? J'ai toujours le terme anglais, mais jamais le français. C'est en gros le fait de vider tes stocks de glycogène, en gros, Ok. tu vois. Du coup, c'est ça la grande différence.
entre sèche et cutting. Mais du coup, sèche, c'est quelque chose que je peux, comme je te l'ai dit avant, commencer 3 mois avant la compète, si on fait sur un protocole qui est modéré. Mais cutting, globalement, le cutting, je te le fais la semaine juste avant la compète, quoi. Soit 2 semaines avant, dans certains cas, mais souvent une semaine avant la compète suffit pour faire le cutting. Ouais, parce que ouais, non, mais bah, pour moi, c'est plus logique. Mais parce que si tu t'y prends avant et que en fait, c'est tellement quelque chose d'agressif pour l'organisme. Tu peux pas te Ouais, permettre de dire ouais, go cutting sur un mois, te c'est ça. déshydrater pendant un mois, c'est bon quoi, c'est un coup C'est après. ça. Bah, surtout qu'en fait, il y a, enfin, en fait, les protocoles les plus efficaces sont à la fois agressifs mais pas agressifs, c'est-à-dire en fait qui ils sont pas stressants pour ton corps. Tu vois, par exemple, moi, j'utilise un protocole qui s'appelle le water loading pour la déshydratation. En gros, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 7 jours, et après, je vais parler aussi d'un autre truc qui est, je pense, ultra important de discuter, mais en gros, je sais pas si tu connais le water loading, ça te cause ou pas? Ça me dit un truc. Je pense que quand je vais expliquer, tu vas tout de suite reconnaître. En gros, imaginons t'es à J-7 de la compète, enfin t'es une semaine avant, en gros. Mais en fait, l'idée, c'est que pendant 3-4 jours, tu vas boire plus que ce que tu bois d'habitude. Donc, t'essayes d'estimer auparavant, on en discute, etc. T'estimes combien tu bois. Imaginons que tu bois 2 litres par jour. Bah, en gros, moi, j'ai un protocole extrêmement précis. Genre là, vraiment, il y a des chiffres, mais c'est juste l'histoire que ce soit bien fait. C'est en gros, le septième jour avant ta compète, tu vas boire 1,5 fois plus que ce que tu bois d'habitude. Donc, tu bois 3 litres. Ça va être énorme, hein. C'est assez particulier comme protocole, mais ça dure heureusement que quelques jours. Ensuite, le jour d'après, tu bois 2,25 fois ce que tu bois d'habitude. Donc là, tu es déjà à plus de Ok. 4 litres. Ensuite, le jour d'après, tu bois 3 fois plus. Donc là, tu es à 6 litres par jour. Et enfin, le dernier jour, lui, c'est le plus costaud, tu es à 3,75 fois ce que tu bois. Donc là, tu es à 7 litres. Cette limite, quoi. Ok. Mais en fait, tu vois, ce truc-là, faut bien en discuter parce que le seul risque de cette méthode-là, c'est si la personne ne boit pas régulièrement dans sa journée et décide de boire des énormes quantités d'un coup, parce que là, il y a un Ouais. risque d'hyperhydratation, tu vois. Donc ça, c'est le seul truc où il faut bien en parler avant. Mais en gros, en théorie, c'est le mieux à faire. Après, en pratique, s'il n'y a pas possibilité d'aller aussi haut, tu vois, tu peux rester jusqu'à 3 fois plus, tu vois, et tu vas pas à 3,75. Et en fait, une fois que tu es à 3,75, le jour d'après, tu retournes directement à fois 1,5. Donc en fait, tu bois déjà beaucoup moins. Et après, les 2 derniers jours, il y en a un où tu bois, lui d'après, tu bois 0,75. Donc ça, c'est 2 jours avant la compète. Et le jour juste avant la compète, tu bois que 0,25 fois ce que tu bois d'habitude. Donc en gros, tu bois que 500 millilitres en gros. Et en fait, ce qui se passe dans ton corps, c'est que là, tu dois te dire, mais ton corps, il doit rien comprendre. En fait, il comprend rien, mais par rapport à une méthode cliché où le gars va en kawaii à la salle, courir sur un tapis de course, Ouais. va dans des saunas, en plus de ça ne boit plus, etc. En fait, le corps pour lui, le protocole que je viens de dire, il est pas du tout stressant. Genre vraiment le corps, il va juste se réguler et en fait c'est la régulation qui va faire qui est intéressante parce que en fait cette méthode c'est vraiment ça se base sur le contraste, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours tu vas boire énormément par rapport à d'habitude et du coup le corps on va dire tu vois va se set up, il va se dire ok il faut que j'excrète tant d'urine pour bah, pallier en fait tout cet apport en eau et en gros vu que tu baisses d'un seul coup ton corps va continuer à excréter beaucoup 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 d'urine et en fait ça va faire que les 3 derniers jours avant ta compétition tu vas plus uriner que ce que tu vas boire et du coup en fait ton corps va se déshydrater tout seul sans que tu fasses en tant que tel de l'effort sportif, tu vois. Ou alors aller au sauna ou tu sues sans rien contrôler, tu vois. En fait, le problème du sauna, c'est que tu contrôles rien, genre. Tu peux te déshydrater énormément. Et je pense, alors, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais de mon point de vue, je pense que le sauna, tu, ouah, enfin, je veux dire, tu perds tellement en minéraux dans ce genre de machin-là, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, 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 ouais. Avec la chaleur, le truc comme ça. Et que tu retrouves aussi dans l'urine quand tu urines, hein, mais je pense que c'est vachement différent en fait. Ouais. C'est vachement différent. Bah, notamment le sodium, tu vois. Genre, le sodium dans la sueur est souvent plus concentré. Enfin, en fait, ça dépend des personnes. Mais en gros, il y a des personnes, ça peut aller de... Par litre de sueur, si je dis pas de bêtises, ça peut aller de 20 millimoles
par litre à 60, ah non, à 80 millimoles par litre d'une personne à l'autre. C'est énorme. Et 80 millimoles par litre, en fait, en 1 litre de sueur, ce qui est pourtant pas si énorme que ça, notamment pour le sauna, ça te fait déjà 2 grammes de sodium environ. Et alors que pourtant, dans les urines, tu vois, même dans la méthode que j'ai expliquée, tu urines beaucoup. Mais en fait, le corps, c'est ça ce qui est intéressant, et c'est pour ça que le corps ne stresse pas et que c'est contrôlé. C'est qu'en fait, vu que c'est le corps qui va décider lui-même de se réguler et d'excréter, en fait, techniquement, oui, tu urines plus, oui, peut-être tu urines plus de minéraux, etc. Mais c'est pas comme le sauna où en fait tu imposes quelque chose, où là le corps il le donne sans entre guillemets le vouloir, tu vois. C'est ça en fait la différence et le côté stress. Donc moi le sauna en tout cas j'ai lu des études dessus et c'est plutôt négatif en fait parce que justement il y a ce côté non contrôlé et aussi il y a le côté sodium qui est super important en sport de combat, juste avant la compétition, de boire des solutions avec du sodium, avec des glucides aussi. Ça, c'est juste avant le combat. Entre la pesée et le combat, c'est le mieux. Mais du coup, il y a ça. Et aussi, la chose que je voulais parler aussi tout à l'heure, avant que j'oublie, c'est, tu vois, on a parlé de sèche et de cutting. Mais en fait, je pense qu'une erreur aussi, c'est que en fait, en sèche, techniquement, oui, tu es en déficit. Mais l'erreur, pour moi, c'est de faire sa semaine de cutting sous forme de sèche, c'est-à-dire en restant en déficit. Parce qu'en fait, si tu restes en déficit la semaine avant ta compétition, tu vas forcément, parce que tu seras déjà en déficit depuis plusieurs semaines, tu seras forcément fatigué. Donc en fait, moi, ce que je fais comme protocole, c'est que je fais en sorte de prendre en compte 1 ou 2 semaines où on sera en isocalorie, donc c'est-à-dire pas de déficit calorique, mais pas forcément de surplus, avant la compétition. C'est-à-dire que si, imaginons, la compétition, c'est, j'en sais rien, le 15 novembre, et bah, à partir du 1er novembre, je dis: «OK, on se remet en calories de base», tu vois? On met plus de déficit et si, je sens que la personne parce qu'aussi, tu vois, il y a aussi le côté psychologique, je pense, ça, on peut en parler en fait, il y a trop de trucs à dire, mais en Ah, gros c'est en gros, tu vois, la psychologie dans les sports de combat, c'est super important parce que tu es face à un opposant, tu vois? Enfin, genre, là, c'est vraiment 1v1, il y a un certain truc et ce que je prends aussi en compte pour savoir si je fais 1 ou 2 semaines en calories, en non déficit calorique avant la compétition, c'est aussi comment le boxeur se sent. C'est-à-dire que tu sais, d'un point de vue confiance, il y a des personnes, s'ils prennent vraiment 2 semaines où ils sont plus en déficit, en fait, ils ont peur de reprendre. Du coup, dans ce cas-ci, je vais dire, ok, on prend juste la semaine avant la compétition où là, il n'y aura pas de déficit. Souvent, ça suffit pour reprendre de l'énergie, etc. Et comme ça, au moins, vu que la cutting, enfin le cutting, notamment si on fait la méthode de l'eau, etc., ça implique quand même un certain effort. Il y a déjà, on va dire, l'effort du déficit qui n'est plus là, tu vois, où là, on peut remanger plus. Donc ça aussi, c'est important que je voulais, enfin, c'est un point que je voulais souligner parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en compétition qui sont fatigués, mais en fait, c'est parce qu'ils sont en déficit depuis très longtemps et ils ont pas coupé, tu vois. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah, mais totalement, totalement. Après, ça dépend aussi des gens, le déficit agressif, faire un truc rapide, tout dépend comment c'est fait après, mais Ouais, ça ouais, induit ouais. pas forcément de fatigue. Mais les gens qui, par exemple, n'ont jamais cherché à perdre du poids et se disent, «Eh ben, ça y est, du jour au lendemain, je mange de la salade» et tu vois le délire? Ouais, Moi, j'ai vu ouais, des ouais. gars faire ça et les gars, c'est des légumes, quoi. Laisse tomber, Bah, c'est c'est le cas sûr, de en le dire. plus, le glycogène, il suit pas, tu vois. C'est Si clair. s'ils font ça jusqu'au jour avant la compétition, les stocks de glycogène seront dans les choux. Donc, Ah, mais c'est euh, clair. donc ouais, ça aide pas non plus. Après, tu vois, par exemple, point important aussi, la méthode de l'eau que j'ai dit. En fait, je vais pas forcément l'appliquer, mais en fait, ça, tout dépend d'un seul facteur, c'est seulement le temps qu'on a entre la pesée et la compétition, enfin, et les combats. Parce que si, par exemple, on a que, comme ton exemple tout à l'heure, tu te pèses à 9 heures et que tu combats à 14 heures, là, il y a... Enfin, moi, je prendrais pas le risque de le faire, tu vois. Parce que pour moi, quand c'est en dessous de 6 heures, pour vraiment se réhydrater comme il faut, parce qu'en gros, j'ai des pourcentages en tête à chaque fois, mais selon les études, etc., en fait, la méthode, le water loading, tu peux espérer perdre entre 3,5 et 4% de ton poids de corps en faisant ça, en te déshydratant. Et en fait, c'est une bonne déshydratation qui est non négligeable,
Donc pour les performances, évidemment, mais c'est juste que ton corps, entre guillemets, n'en souffre pas, le fait de faire ça, parce que c'est vraiment très court terme. Mais enfin, ça n'empêche pas que si derrière tu te réhydrates pas, tes performances, ça sera pas les mêmes, tu vois. Donc là, il y a tout. Enfin, en fait, si tu fais ce protocole-là, il faut derrière qu'il y ait un protocole pour se réhydrater, forcément. Et Bien sûr. ce protocole de réhydratation, justement, s'il y a que 5 heures entre ta pesée et le combat, ça sert à rien de faire cette méthode-là parce que tu n'auras pas le temps de te réhydrater. Enfin, tu pourras te réhydrater partiellement. Par exemple, si tu es déshydraté juste de 2-3%, ça va. Mais quand tu commences à être vers 4, en fait, tu sais, c'est un peu par proportion, c'est plus tu baisses en pourcentage et plus chaque pourcentage va nécessiter plus de temps pour repartir, on va dire. Donc c'est tout. En fait, c'est ouais, il faut juste être conscient un peu du contexte, mais il y a pas mal de choses à prendre en compte, hein. Vraiment, c'est un truc où je pourrais en parler pendant des heures. Mais tiens, justement, j'ai une question par rapport à ça. Ouais, La supplémentation en créatine, ouais. est-ce que toi, tu la conseilles, juste après la pesée pour le boxeur? Alors, c'est une question assez intéressante. Dans le contexte où le boxeur n'en a pas pris avant. Genre en Ouais, mode il a démarre après la pesée, tu veux dire? ouais, carrément. Est-ce que tu trouves que ça déjà, est-ce que tu trouves après ça dépend de chacun aussi, pas tout le monde est réceptif pareil à la créatine, Ouais, ouais, ouais. mais faut en prendre sur une certaine durée pour, et de manière, dispatchée tout au long de la journée, Mmh. pour, maximiser ses effets. Est-ce que toi, tu conseillerais la prise de créatine, genre, si par exemple le combat est le jour d'après ou 2 jours après la pesée, est-ce que toi tu conseillerais la supplémentation en créatine? Mmh. Bah, déjà, je poserais une question, à la personne. Ça serait, est-ce qu'elle s'est déjà dans sa vie supplémentée en créatine? Et si oui, il y a combien de temps? Et si elle s'est déjà supplémentée en créatine, de savoir si elle se rappelait de ses dosages, comment elle faisait en gros pour le dosage. Est-ce qu'elle faisait par kilo de poids de corps? Est-ce qu'elle suivait juste l'indication et c'était un grammage particulier? Et surtout, est-ce qu'elle avait déjà eu des problèmes digestifs ou pas? Parce que ça, c'est toujours le truc avec les suppléments, c'est que, bah, en fait, chez certaines personnes, c'est beaucoup plus sensible et tu peux très vite avoir des problèmes de digestion. Et du coup, si en fait je sens que c'est une personne qui a déjà pris de la créatine, mais qui est sensible d'un point de vue digestif avec la créatine, je ne prendrai pas le risque de lui en faire prendre après la pesée. Parce que même si, imaginons, t'en prends à J-2 juste après la pesée et qu'elle a des problèmes digestifs, mais que le lendemain c'est parti, en fait, ça a quand même d'une certaine façon stressé ton corps et ça a quand même, en fait, c'est quand même venu perturber une des 2 journées qui est pourtant des heures très très précieuses dans ce contexte-là, des heures qui étaient censées à te faire récupérer un maximum. Surtout que tu vois qu'en fait, dans le cas où tu me dis 24 à 48 heures, on va dire entre la pesée, imaginons, et le combat, en fait, c'est clairement le genre de protocole où je mettrai à la fois une déshydratation, mais également une déplétion. Je sais pas si ça se dit, mais une déplétion en glycogène en gros. Et le fait de après Ouais, de revoir refaire tous les stocks, tu vois. Et ça, on a besoin d'un protocole très particulier, très précis pendant 2 jours. Mais du coup, si la créatine vient un peu embêter les choses, je la conseillerais pas. Après, si la personne n'a jamais pris de créatine, pareil, je la conseillerais pas parce que je sais pas comment elle réagit. Mais si la personne a déjà pris de la créatine et qu'elle n'a pas eu de problème, en fait, le truc, c'est que souvent, en gros, pour que la créatine en fait, si tu veux, je vais faire un mini cours de créatine, mais en fait, imaginons que tu es une personne omnivore. Tu es une personne omnivore de manière générale. Tes stocks de créatine dans le muscle sont à 80% remplis, en gros. Et ça veut dire en fait que tu peux aller jusqu'à 100% de tes stocks avec la supplémentation. Donc la supplémentation, c'est un peu la règle du 80-20, tu vois, mes versions supplémentation en créatine. Mais en fait, ces 20%, ils sont obtenus après, en moyenne, 4 semaines de supplémentation. Donc au final, OK. si tu fais le calcul, en 1 ou 2 jours, peut-être que tu arriveras à 82% si tu es quelqu'un qui répond assez bien.
mais je pense que ça fera pas du tout la différence sur ton combat. Et je pense que c'est mieux de mettre ton focus sur le protocole vraiment de récupération, tu vois. Et dernière chose aussi que je voulais dire, parce que si tu m'as posé la question comme ça, c'est que tu es au courant, mais pourquoi est-ce qu'on parle de la créatine à prendre après la pesée? En fait, c'est parce que la créatine, c'est un supplément quand on en prend qui implique très généralement chez 2 tiers des personnes environ de la rétention d'eau. Mm. Donc, par exemple, si on prend de la, enfin, de manière générale, si on prend de la créatine, la première semaine de supplémentation, faut pas s'étonner à prendre 1 ou 2 kilos, quoi. C'est souvent de la flotte. C'est Donc ça. voilà. Je sais pas si j'étais clair. Ouais, carrément. Mais tu vois, c'est bien parce que moi, j'aurais tendance, tu vois, même si c'est pas mon expertise, de base, j'aurais eu tendance à me dire, bah, en vrai, ça vaut pas le coup. Tu vois, si c'est pour 1 ou 2 jours, clairement, il n'y a pas Ouais, assez de laps de temps pour avoir vraiment des gains intéressants sur la performance. Mais je voulais quand même avoir ton point de vue là-dessus, tu vois, parce que j'aime ouais, ouais. bien ne jamais prendre les choses pour acquis, tu vois, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Non, mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Et Ouais, du coup, ta méthode du waterloading, c'est ça? Je le ouais, prononce bien? ouais, ouais. Euh, tu utiliserais, donc c'est une méthode que tu peux, toi, appliquer, peu importe le type de boxe, que ce soit en anglaise, la taille, même du MMA? Ouais, en fait, globalement, dans la nutrition, tu vois, même si on parle de nutrition de manière très générale au niveau des nutriments, etc., en fait, pour la boxe, ça va pas différencier énormément entre les box. Sauf pour certaines petites choses, si on veut vraiment être très très pointueux pour certaines choses, oui, je pourrais vite fait expliquer après pourquoi. Mais globalement, d'un point de vue énergétique, ça utilise, tu vois, les mêmes métabolismes. Tu vois, c'est surtout de la glycolyse parce que c'est des efforts à intermittence assez courts quand même, tu vois. Euh, du coup, en fait, ça va pas changer par rapport à la méthode parce que en soi, l'idée en fait, c'est juste de se déshydrater sans stresser le corps, mais par contre, ce qui est important à prendre en compte par rapport au type de box, c'est que souvent, le type de box va me donner, mais même si évidemment dans tous les cas je demanderai les détails, mais va me donner déjà, tu vois par exemple, pendant le premier appel, si la personne me dit je fais du MMA, je vais directement me dire dans ma tête, ok, il y a des chances que la durée entre la pesée et la compétition soit plus longue que si par exemple la personne aurait fait de la boxe anglaise, tu vois. Et du coup, ça me donne déjà des idées peut-être de potentiels protocoles. Évidemment, je lui poserai la question dès qu'elle aurait les infos de la compète, bah, des heures précises, tu vois. Mais, euh, mais globalement, non, il n'y a pas de différence à part ça. C'est juste. Enfin, en fait, la seule différence, c'est si par exemple on parle des arts martiaux de manière globale. euh, Tout ce qui est arts martiaux où il y a plutôt du grip, où tu sais, par exemple, comme le judo, etc., on grippe la personne, on fait En fait, ça va pas utiliser exactement le même métabolisme parce que quand il y a du grip, c'est un tout petit peu plus de la glycolyse. Mais quand par contre c'est de la boxe où vraiment il y a de la puissance où on cherche à donner un coup de poing qui peut être entre guillemets pas fatal du coup, mais qui peut mettre KO l'adversaire, là ça relève un petit peu plus de la phosphocréatine, tu vois. Donc c'est là où on peut se poser la question de la phosphocréatine. Mais après, enfin, moi, la créatine, globalement, je conseille de l'arrêter au minimum 4-5 semaines avant la compétition. Parce que c'est en fait, c'est la durée où la créatine en supplémentation va avoir le temps de s'excréter du corps et ça va enlever, on va dire, le risque de rétention d'eau, tu vois. Ouais, carrément. Donc, Ok, ouais, ouais, il y a beaucoup de choses à dire, on va dire. ok, intéressant, intéressant, intéressant. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Non, bah, c'est parfait. Je réfléchis, mais j'ai pas d'autres questions vraiment. Je réfléchis aussi pour toi parce que même Si, si bah, t'as en des. vrai, Ouais, j'en ai une. Est-ce que, alors, la supplémentation, je pense que ce soit dans le domaine sportif, comme les gens lambda, c'est toujours, sauf qu'à un moment donné, on est obligé d'optimiser la santé. Parce que moi ouais, aussi, je fais dans mes suivis, j'ai déjà eu en suivi une nana qui a de l'endométriose, etc. Donc là, on ajuste la micronutrition, tout ça, tout ça. ouais. Est-ce que, donc via la supplémentation, mais l'alimentation avant toute chose, bien entendu, est-ce que toi, tu as des supplémentations que tu conseilles de manière générale ou un top 3, si je peux dire, des suppléments que tu trouves intéressants chez le boxeur? Alors.
Je réfléchis. Déjà, tu parles pour les performances, principalement? Ouais, vraiment, bah, heu, ouais, alors moi j'ai certains micronutriments, qui me viennent en tête, qui impactent les 2 en fait. OK. Toi, tu pensais auquel? Parce que j'ai aussi envie d'avoir ton avis, pour voir, si on peut ajouter parce qu'en fait, si tu en donnes certains en particulier et que je suis d'accord, je vais te dire que je suis d'accord, mais l'idée aussi, c'est que j'en donne des différents. Comme ça, au moins, tu vois, je trouve ça intéressant. Bien sûr. Après, c'est toujours une question de contexte, une question de plein de choses, de Ouais, cas physiologiques aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je pense au magnésium, tu vois? OK. Pour le côté nerveux? Ouais, exactement, pour le côté nerveux, pour le côté, récupération. Après, il y a des gens, ils sont plus ou moins, sensibles à ça. Côté Ouais. nerveux, récupération, puis santé, quoi. Le côté, Mmh. digestion, justement. Tu sais, Ouais, par exemple, tu parlais de pour optimiser le digestif, les fibres, le magnésium, très intéressant, pour, bah, la stimulation du nerf vague aussi. Donc ça, ouais. pour la digestion, ça peut être quelque chose, d'assez intéressant. OK, donc toi, tu pensais au magnésium. Est-ce que tu en as d'autres en tête ou pas? Tu pas obligé d'en donner 3, hein, mais juste pour avoir ton avis aussi, Ouais, bah, le zinc aussi. Après, c'est tu vois, sur le côté nerveux moi, le fer, j'y jouerais pas, tu vois? Surtout chez un homme. Bah, Je le fer, c'est n'y toucherais compliqué pas. déjà parce que pour, Parce que c'est assez oxydant, quand tu ouais, t'en prends une quantité, tu vois? ouais, c'est compliqué parce que le fer, dans beaucoup de cas, tu dois avoir une prescription parce que c'est toxique. Ouais Donc, et c'est généralement, l'homme, il manque pas ça dépend des gens, hein, bien entendu, mais si tu es sur un mec qui est omnivore, manquer de fer quand tu es omnivore chez un homme, c'est assez rare, quoi. À moins d'avoir, le gène dont j'ai plus le nom, quand tu l'as, ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais, Mais il y a un sinon, gène où ça fait oui, oui, ça augmente enfin, entre guillemets, «ça te fait augmenter tes besoins» parce qu'il y a des interactions et tout. c'est ça. Bah, Peut-être plus chez la femme, mais sinon chez l'homme, non, je pense pas au fer, tu vois? Je dirais plus mmh, magnésium, zinc, ouais. Pour moi, ce serait peut-être les 2, tu vois? OK, c'est intéressant. Juste aussi, je voulais rebondir juste sur un truc avant de donner, mon top 3. Quand tu as parlé des fibres aussi pour la digestion, parce que je crois que je l'ai pas assez détaillé tout à l'heure quand j'ai expliqué, mais en gros la méthode, je crois que c'était quand je donnais l'exemple de la personne que je suis actuellement où je lui ai dit de manger plus pour le glycogène et cetera. En fait, quand je lui ai dit pour la digestion au niveau des fibres, l'idée ça je pourrais en reparler dans un autre épisode, mais en gros, enfin j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un épisode, c'est l'épisode, 303, un truc comme ça. Hem, c'est en gros de diminuer les fibres avant la compétition, d'être sur une alimentation pauvre en fibres qui a moins de 10 grammes par jour en moyenne pendant 2, 3 jours. Donc voilà, c'était juste une petite aparté parce que j'ai pas envie que les gens pensent en fait qu'il faut manger plein de fibres le jour d'avant parce que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Mais sinon pour mon top 3, alors pour m'additionner avec ce que tu as dit, moi je trouve que le magnésium effectivement peut être pertinent. Je sais pas enfin, moi, par contre, j'aurais pas forcément donné le zinc. Je pense que le zinc, ça peut manquer chez certaines personnes. Mais dans un contexte de boxe, je pense pas qu'il fasse partie de mon top 3. Magnésium, je sais même pas s'il en aurait fait partie. Peut-être, mais en tout cas, les trois que je vais ajouter, moi, si je devrais en choisir, dans l'ordre ou pas? Libre à toi. Pas forcément. En vrai, j'ai pas forcément d'ordre, mais je dirais premier la créatine. Mais la créatine, je vais l'expliquer après, parce que c'est vraiment une question de timing pour le coup. Deuxième, alors ils sont pas dans l'ordre, hein, du coup il n'y a pas d'ordre d'importance. Deuxième, la bêta-alanine. Et OK. troisième, le bicarbonate de sodium. J'avoue, bêta-alanine, j'avoue que j'ai même pas cité la créatine en plus, je suis un fatigué. Mais bref, la bêta-alanine, j'avoue que j'y aurais pas pensé. C'est vrai que c'est très pertinent, ouais. Bah, en gros, créatine, en fait, moi, comment je le ferais? En fait, ça serait un supplément qui n'aurait pas vraiment d'impact pendant la compétition, mais qui aurait vraiment un rôle dans la préparation, dans la saison, en gros, tu vois, dans la pré-saison notamment, en justement permettant que pendant les entraînements, il y ait vraiment un travail davantage sur la puissance et qu'il y ait vraiment une exploitation du potentiel. Comme ça, même si pendant la compétition, on va dire la créatine qui de base avait un effet en supplémentation n'a plus d'effet, en,
en fait, faut pas oublier, tu vois, que oui, il y a la nutrition en boxe, mais au final, ce qui compte énormément, enfin quasiment que, c'est au final le travail, tu vois, à l'entraînement qui a été fait, tu vois. Donc en fait, si Carrément. la créatine peut aider tout ce travail à l'entraînement, je trouve que c'est pertinent. Euh, Sinon, la bêta-alanine, parce que la bêta-alanine, ça a été montré comme étant très intéressante pour les sports qui durent entre 1 à 10 minutes, ce qui correspond au final à la boxe avec les rounds. Parce que du coup, la bêta-alanine, en gros, la bêta-alanine, pour expliquer rapidement, c'est le précurseur limitant de ce qu'on appelle la carnosine dans les muscles. Et en fait, la carnosine contribue à l'effet tampon dans les muscles qui permet d'éviter qu'il y ait trop d'acidité qui arrive dans les muscles et du coup que ça vienne, on va dire, mettre le muscle en PLS au niveau du métabolisme. Donc c'est pour ça que ça sera intéressant. Voilà. Après, bêta-alanine, il n'y a pas de risque vraiment de rétention d'eau comme, euh, comme la créatine. Par contre, il faut faire attention à la paresthésie. Je crois que ça se dit comme ça en français, la paresthésie. Je sais pas si ça te cause. La paresthésie. Non, je En t'avoue gros, que en non. gros, en gros, je vais te parler de l'effet. Je sais pas, t'as déjà pris ou pas de la bêta-alanine? Ouais, oui, si. Alors, le fait picotement et Ouais, tout par ouais, rapport voilà. à. Ouais, 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 Alors, ouais. je sais pas si tu veux faire pas écho à ça, mais par rapport à la potentielle libération d'histamine ou pas? Ouais, en Pas du partie, tout. oui, c'est ça. Parce qu'en fait, oui, c'est lié à Ok. l'histidine. C'est lié à l'histidine. Et en fait, c'est parce que ça va être en interaction avec le système nerveux. Et du coup, oui, t'as des espèces de picotements. Alors Ah, après, moi, j'ai carrément ça. Ça me tu peux gratte essayer de vers les l'oreille. diminuer. Tu vois, il y a des méthodes, mais c'est extrêmement particulier. Et du coup, par contre, la bétalanine, la seule chose que je prendrai en compte pour la supplémentation, c'est si la personne est très sensible ou pas à ça, tu vois, parce que tout le monde n'est pas sensible de la même manière à ces effets-là. Et du coup, là, ça permettrait de voir en fait si déjà de un on supplémente ou pas, et de 2 si juste avant la compétition, genre vraiment les jours qui précèdent, on en prend ou pas, tu vois, pour éviter qu'il y ait trop cet effet dérangeant. Même si souvent il dure pas, hein. Souvent ça dure que les 1 heure, tu vois, maximum. Et enfin, le troisième, bicarbonate de sodium, parce qu'en fait, c'est le même effet que Enfin, pas le même effet, mais du moins, ça a le même but. C'est que ça permet d'empêcher que l'acidité musculaire arrive trop rapidement, au final. Mais ce qu'il faut bien gérer pour le bicarbonate de sodium, c'est de split, enfin, de répartir le dosage, parce que tu peux très très vite ne pas tolérer d'un point de vue digestion comme supplément. Donc voilà Ok, mon top 3. ok, ok. Ok, ok. Mais qu'est-ce que je veux dire? Après, pour revenir un peu sur mes choix, Ouais. bah, le zinc, en vrai, bon, si tu as une alimentation, c'est pas indispensable, loin de là. Mais le magnésium, je trouve que c'est vraiment, c'est par Mhm, rapport ouais. à si tu stresses, etc., tu as des besoins augmentés, par rapport à Ouais. d'autres circonstances, tu as des besoins augmentés. Et c'est pourquoi on va dire, j'avais pensé surtout à celui-là, tu vois, c'est un peu mon chouchou, tu vois, genre quand on me dit, parce que quand tu le vois, il est tellement impliqué partout celui-là, tu vois ce que je veux dire Ouais, que ouais, 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 ouais. je t'avoue que j'ai un peu pensé à lui. Mais c'est vrai que bêta-alanine, ça m'aurait pas, j'avoue que ça m'aurait pas, ouais. Par contre, créatine, honte à moi, parce que je le conseille forcément à ceux que j'ai en préparation physique, hein, Ouais. pour la piste de performance, tout ça. Donc voilà, ok, intéressant, intéressant, intéressant. Voilà, je sais Et pas ben, si tu voulais parler d'un autre truc ou si tu voulais qu'on finisse sur un point, parce que là, je vois, on est déjà à 1 heure. ok, ça passe vite de ouf. Ouais, ouais. Ça passe vite. Non, bah écoute, bah il y a en off, on en avait discuté un petit peu. Ça, Ouais. ça, ça, c'est un mythe. J'aimerais parler de ce mythe. Tu sais, les vieux de la vieille, entre guillemets, qui disaient limite le travail de musculation, tu vas être lourd, etc. etc. Et Uhum. il y a des personnes qui pensent que bah, plus généralement, le travail en hypertrophie, c'est-à-dire développer sa masse musculaire, est un frein. On avait un peu parlé en off. Ça pouvait être un frein pour la performance, etc., etc. Alors, Hmm. ayant eu, comme je disais au début d'épisode, j'ai pas toujours été régulier par rapport à la boxe parce que j'avais une période justement très 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 go muscu à fond, très je mets la boxe de côté
et je fais de l'hypertrophie à mort, tu vois. OK. Et bah, forcément, après ça dépend comment c'est fait, mais au tout début que j'ai fait de l'hypertrophie, je j'ai délaissé mon cardio, j'ai délaissé plein de trucs, tu vois? Mmh. Et du coup, bah, forcément, j'étais plus lourd, j'étais plus, tu vois ce que je veux dire? Plus lent, on va dire? Heu, Plus lent aussi. Et il y a un truc aussi quand tu es boxeur et si tu veux faire de l'hypertrophie et que tu es boxeur, par pitié, écoute ce que je veux te dire, mais le travail d'hypertrophie, il va être intéressant pour ta capacité à te durcir, à te contracter, mais il faut pas que tu perdes cette capacité à te relâcher non plus. Et ça, c'est hyper important. Et c'est Mmh. ce dont moi, j'avais commencé à perdre, en fait. Et en fait, tu deviens un mec crispé qui fatigue vite et tes coups, bah, ils sont plus lents. Ils peuvent avoir de l'impact, mais bon, si tu perds en relâchement, bon voilà Ouais. quoi, c'est carrément moins petit. Et donc si tu veux faire de l'hypertrophie et que tu es boxeur, moi je te conseillerais plutôt, alors même l'hypertrophie de manière générale, hein, ça gênera pas, même si, de mon point de vue, focus le travail du développement de tes qualités physiques, très clairement. Mmh. L'hypertrophie du bas du corps, très clairement, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Quelque chose qui peut Mmh. être hyper intéressant, des cuisses, des fessiers, choses comme ça. Mais travaille toujours cette capacité à te relâcher. C'est hyper important pour Ouais. pas devenir un bloc, quoi, en gros. Voilà. Mmh, c'est intéressant. Non, je pense que ce travail d'hypertrophie, en fait, ça encore une fois, ça dépend juste comment on répartit le travail sur la semaine, de pas mettre trop Complètement. d'efforts dans l'hypertrophie et de garder une certaine structure qui est spécifique à la boxe, tu vois? Parce qu'au final, si on boxe plus à côté et qu'on fait que de l'hypertrophie, forcément, on va certes gagner des choses de l'hypertrophie, mais on va perdre aussi des sortes de réflexes qu'on avait appris, à force de la boxe, tu vois? Donc, je pense que c'est un bon point aussi, de dire ça. Parce que c'est vrai que, je pense qu'il y a beaucoup de, boxeurs qui veulent, bah, se renforcer, faire du muscle et cetera et c'est intéressant notamment en off season, tu vois? Donc quand tu pas de compète, de chercher à augmenter progressivement ton poids en prenant du muscle. Mais je pense que si tu oublies le travail spécifique, tu deviens plus lent comme tu l'as dit et plus Ah crispé clairement, aussi. Ouais, ouais, ouais. clairement, clairement. Moi, sur moi, en tout cas, j'ai vu vraiment l'effet. Et aujourd'hui, tu vois, bah, pour parler de moi, comment je m'entraîne, tu vois, Mmh. alors je fais toujours de l'hypertrophie. J'ai 2 séances par semaine, tu vois? Et j'ai en gros, allez, 1 exercice par muscle, 2, je focus plus les quads, donc j'en ai 3, tu vois? Mais OK. j'ai genre, 2 séries, 2 séries par muscle, tu vois? Par Mmh. contre, à côté, bah, je fais de la pliométrie, je fais du travail en pente, de répétition de sprint, tu vois? Des choses comme ça. Ouais. Heu et voilà quoi, l'hypertrophie, ce qui me permet en fait d'avoir un faible volume sur l'hypertrophie pour diminuer aussi, comment dire, la sensation de bah, diminuer les courbatures très clairement aussi, tu vois, même si Mmh. c'est pas forcément lié, que tout dépend du volume que tu acquiers, etc., etc. Si Ouais. tu as un volume cohérent par rapport à ta capacité à récupérer, etc., etc. Mais le travail poussé à l'échec, je le fais à haute intensité, mais à très très faible volume pour minimiser la fatigue, vite Mmh. récupérer pour pouvoir bah, ne pas être lourd quand je vais courir, quand je vais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Donc, vois. c'est pourquoi je minimise ce travail-là. Ce qui ne m'empêche pas de prendre en masse musculaire, finalement. Et ça, j'aimerais que les gens comprennent ça. Si toi, tu m'écoutes, qui nous écoutes, et que tu veux continuer à développer ta masse musculaire, c'est pas, c'est pas totalement incompatible. Il y a des athlètes qui sont très musclés. Ok. Après, il y en a qui sont sous chimie aussi, ça c'est encore une autre histoire, mais tu peux totalement continuer à développer ta masse musculaire. Tout dépend de ton niveau, tout dépend de comment tu t'y prends, tout dépend de toutes ces choses-là, mais c'est pas incompatible. Tout à l'heure, je parlais des cervicales. Mmh. Bah, pour parler par exemple du trapèze, par exemple, supérieur, c'est important d'avoir des trapèzes développés quand tu es boxeur. Ça, c'est des choses hyper importantes, tu vois. Donc, Ouais. c'est toujours une question de contexte, en fait. Mmh. Ouais et je pense qu'aussi un dernier point, par rapport à ce que tu as dit à ajouter, c'est aussi
Je pense, parce que du coup, hypertrophie veut dire gain de poids, pardon. Je pense aussi ce qui doit être pris en compte et qui peut-être pour certaines personnes limiter, on va dire le degré d'hypertrophie qu'on fait, c'est aussi le style de boxe qu'on a. Parce que si on a Exactement. un style de boxe où on est plus, on va dire, tu sais, il y a des styles où ça fait qu'on bouge plus, tu vois. Et Carrément. si on a un style où on bouge plus, ça veut dire qu'on peut pas se permettre de prendre autant de muscles, on va dire, qu'un quelqu'un qui a un style de boxe où c'est plus fixe, tu vois. Parce que même si oui, on dit c'est de la bonne composition corporelle, c'est du muscle, etc., ça n'empêche pas que c'est quand même du poids et qu'on doit enfin, du coup, ça demande tout un travail de réadaptation à ce nouveau poids qui peut peut-être être trop long avant une compétition qu'on a prévue, tu vois. Et tu vois, ce point-là, il est hyper intéressant. Et bah, je vais prendre mon cas parce que c'est littéralement ce qui m'est arrivé. Ouais, Avant, il faut savoir que je boxais en. Je faisais quoi? Je faisais ouais, 62 kilos. Aujourd'hui, j'en fais presque 80. Donc, pour 1,64 m, pratiquant de boxe française, je te laisse imaginer la merde ouais, que c'est euh, pour boxer avec mon gabarit en boxe hmm, française. Mais en gros, c'est littéralement ce qui m'était arrivé. Avant, j'étais un attaquant. J'étais littéralement un sanglier. J'avais le cardio, j'avais tout ça. Maintenant, parce que j'ai longtemps négligé ce travail de cardio et que, comme tu dis, avec tout le poids pris, il y a un temps de réadaptation à avoir. ouais, Aujourd'hui, j'ai plus une boxe de contreur. Donc, ok, ouais, l'extrême opposé, tu vois, le total ouais, opposé. Mais du coup, ce qui est super bien dans mon malheur, c'est que ça m'a appris à boxer en contreur. Et là, vu que bah, je travaille plus mon cardio, que je délaisse l'hypertrophie, tout ça, eh bien, je commence à retrouver un peu la caisse, tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc, ouais, je vois. je peux adopter les deux styles, hein, en fait, du coup, tu vois ce que je veux dire? Hmm, Et c'est ça qui est intéressant. Mais comme tu dis, ouais, si tu n'as pas cette conscience-là et cette bouteille, cette expérience en boxe, clairement, c'est clairement mauvais. L'hypertrophie, oui, mais à faible dose, clairement. Alors, et en développant ton cardio, très clairement. Pour parler un petit peu de comment moi j'agence mes séances en préparation physique, comme je disais tout à l'heure, j'agence un peu mes séances comme ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui m'écoutent doivent faire exactement pareil, ouais, mais ouais. si ça peut vous servir de trame ou vous en inspirer, bah, j'en suis content. C'est qu'il y a un aspect mobilité, comme je le disais. Après, on va faire tout ce qui est pliométrie. OK. Donc, pliométrie, généralement, je mets. C'est quoi? C'est des séances d'1 heure et demie généralement que je fais. Donc, allez, on va être sur 4-5 séries de pliométrie, quoi. Sachant Ok, que c'est pas comme l'hypertrophie, on est à l'échec. Donc, en fait, on va accumuler des répétitions de qualité ouais. à haute vitesse en minimisant la fatigue. C'est pourquoi je mets aussi peu de volume. Hmm, Après, on va être sur un travail de puissance. Donc là, on va avoir de la charge, du lourd léger, des méthodes contraste, ouais, ouais, ouais. etc., etc. Donc là, on va mettre un peu plus lourd. On ne va pas travailler à l'échec. Peu de volume, 3 séries. Ensuite, force max, pareil, 2 à 3 séries. Là, on va plutôt travailler avec les RPE, tu vois ce que je veux dire. Mhm, Et à la fin, on fait de l'hypertrophie, série unique. ok, Voilà. Par contre, grosse intensité et souvent à mes séries uniques, j'y mets des rest pauses. Tu ok. vois, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire je vais à l'échec ou RIR1, une répétition de réserve en gros avant l'échec. Mhm, J'attends quelques secondes et j'essaie de taper 2 à 3 reps que je n'aurais pas pu faire si, ouais, ouais. donc Ok. voilà, c'est ça en gros. C'est un peu comme j'aime faire mes séances moi. Après, c'est pas une science universelle. C'est juste que ça permet d'amoindrir la fatigue. Sachant que les boxeurs que moi j'encadre, il y a 2 séances de prépa physique dans la semaine, c'est-à-dire le lundi et le jeudi. Et le Mhm, mardi, le mercredi, donc le mardi, le mercredi et le vendredi, ils boxent en fait. C'est pourquoi ok. j'ai cette logique de faible volume, Ouais, mais on ouais, ouais. travaille tout à chaque séance. Ok. Après, je ne sais pas si c'est des préparateurs physiques qui nous écoutent, des étudiants en STAPS ou quoi que ce soit, mais il y a plusieurs façons d'agencer la préparation physique. C'est-à-dire soit, et ça c'est ce que j'avais fait à mes débuts, qui au final était intéressant, mais moins bien que ce que je fais là, finalement. Mhm, C'est-à-dire que pendant 3 mois, on va développer la force. Pendant 3 mois après,
on fait la puissance. Ouais, tu Pendant 3 périodises. mois, c'est ça, exactement. Alors, c'est intéressant parce que pendant 3 mois, tu vas à mort développer une qualité physique à donf de ouf, tu vois. Donc ça, Ouais. c'est intéressant. Par contre, quand tu vas faire après la puissance pendant 3 mois, au bout d'un certain temps que tu feras de la puissance, tu vas un peu, même si tu vas gagner en capacité de vitesse, à produire une haute vitesse, avec force, bah, tu vas quand même perdre un peu en force max. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, c'est ça un peu le problème. Alors que maintenant, aujourd'hui, je travaille un peu de tout, mais tout le temps. Donc, ce qui fait qu'on fait Ok. que du plus tout le temps, en fait. Et il n'y a pas Ouais. ce temps de réadaptation à chaque fois, tu vois, Ouais, je sur vois. les Je qualités pense que ça, c'est physiques. un sujet assez intéressant parce que je pense en fait, selon le contexte, les deux peuvent être bien. Ouais, Parce que tu vois, moi je le vois un peu comme, tu sais, quand tu fais de la cuisine et tout, t'as tes plaques et tu mets une certaine densité sur chaque plaque. Et en fait, je vois ça un peu comme chaque morceau de plaque, c'est une qualité physique. Mais du coup, si imaginons pendant 3 mois, tu te focuses que sur une plaque, bah du coup, tu peux lui donner plus de puissance. Mais par contre, si tu utilises les 4 en même temps, tu peux donner moins de puissance à chaque, tu vois, parce que tu auras plus vite atteint ton palier maximum. Et du coup, je trouve que ça, c'est un peu similaire. Je trouve que si tu cherches à travailler tout en même temps, oui, ça sera aussi efficace, mais du moins, tu progresseras moins vite sur chaque chose que si tu avais directement focus juste sur un truc. Et du coup, je pense que dans certaines situations, quand tu focuses que sur un truc, oui, certes, au bout de 3 mois, quand tu le travailles plus, ça commence à un peu diminuer. Mais vu que tu en as beaucoup gagné au préalable, bah en fait, tu vas arriver presque au même stade que si tu l'avais travaillé en même temps que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je trouve, hein. carrément. Ouais, ouais. Oui, 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 je vois totalement ce que tu veux dire. Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais après, je pense qu'il y Après, a le tu côté as psycho aussi, hein, où quand tu commences à perdre, ça peut aussi impacter le moral. Du coup, ça dépend peut-être des personnes aussi. complètement, mais totalement. C'est vrai qu'il y a, alors il y a plusieurs modèles en préparation physique, soit périodisés comme je faisais avant. Là, j'utilise plutôt un modèle conjugué, c'est-à-dire on fait un petit peu de tout tout le temps en fait. Ouais, Et, et comme tu dis, il y a, bah, déjà il y a la préférence du préparateur physique, ce qu'il aime faire. Moi, je ouais. t'avoue que je suis vraiment full modèle conjugué, tu vois. Je kiffe ça. Tu sais, on fait plein de trucs. Alors, du coup, moi, je suis stimulé à mort, donc je kiffe ça. Mais c'est vrai il y a des personnes qui préféraient plutôt se dire, bah voilà, moi, j'aime bien avoir de gros blocs et pas être fermé d'esprit en tant que préparateur physique. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que je donne des, c'est pas des cours individuels en fait. Je fais un cours collectif Ouais, préparation physique. ouais, ouais. Hmm. Donc j'encadre. Alors ça dépend, j'ai plus ou moins de personnes. Des fois, il y en a, ils peuvent pas venir, tu vois. Donc j'ai entre 5 et 10 personnes en même temps et voilà, tu vois. Mais c'est clair que si j'accompagnerais en prépa, c'est pas encore le cas, tu vois. Et c'est un truc qui me ferait bien kiffer d'ailleurs. C'est d'accompagner si j'accompagnerais des boxeurs de manière individualisée, bah, bien évidemment, par rapport à ce qu'elles préfèrent. Ah tiens, t'es trop frustré d'être en périodique, c'est-à-dire 3 mois de force, etc. Et quand tu reviens sur la force 9 ou 12 mois Ouais. après, tu es obligé d'avoir un temps de réadaptation, c'est frustrant. Et ben là, on passe à autre chose. Il y a aussi Hmm. prendre en compte le fait que bah, tu peux pas avoir tous tes clients un an, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc c'est ouais, ouais, pourquoi, ouais. en fait, je suis un peu, je vais faire un peu mon gourou, mais c'est pourquoi, en fait, je kiffe le modèle conjugué, tu vois, parce que tu travailles tout le temps et que tu es un athlète, que tu es en suivi 1 mois, 2 mois, 3 mois, un an, bah, en fait, tu fais tout, quoi. Ouais, non, Donc, mais je vois. Non, mais ça, c'est vrai que ça a ses avantages, clairement. Hmm. Bah ouais, écoute, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. On est déjà à 1h20. Donc, ça je sais pas si passe t'avais vite. quelque chose à rajouter pour terminer ou pas. Non, en vrai, non. Après, euh, tu sais, de base, je voulais un petit peu parler des styles de boxe, mais bon, ça théoriserait le truc, ce serait peut-être un petit peu chiant pour ceux qui nous écoutent, mais de toute manière, mais bon, ça amènerait beaucoup de théories, mais en vérité, là, ça vaudra jamais en fait un cours de boxe, en fait, donc Ouais, ouais, ouais. pas très intéressant de parler de ça finalement. Même si c'est mon côté passionné qui aurait envie de parler de ça, tu vois. Mais Ouais, non, pour mais je vois ce ceux que qui tu veux nous dire. écoutent, ce serait pas de la valeur en plus, en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous voulez plus de contenu de Yann, il est disponible sur Insta. Je mettrai ton Insta en description. Et il me semble qu'on te retrouve essentiellement sur Insta, c'est ça?
C'est ça. Il fut un temps, j'avais TikTok, mais je préfère largement Insta. Ouais, Ouais, OK. Bah, je mettrai ton Insta dans la description, comme ça, au moins, si les gens veulent aller voir, ou même te poser des questions, ils peuvent. Et puis, bah, carrément. je te remercie en tout cas, pour la discussion. Pareillement, c'était intéressant. Je vois un peu, tu vois, le côté nutrition sportive, c'est pas un truc que j'ai bossé et donc je veux pas forcément me spécialiser, pour être honnête avec toi. Donc c'était un peu enrichissant aussi pour moi, tu vois, une méthode que je connaissais pas forcément. Donc très C'est cool. très peu connu encore, hein. Genre, vraiment, la nutrition dans le domaine des sports de combat, c'est extrêmement peu développé. Je pense que ces méthodes-là, même des diètes et tout ça, qui sont normalement censées être dans les sports de combat, je pense même pas que la moitié utilise ces méthodes, tu vois. Je pense C'est pas non plus. Et tu vois, même si on peut être très calé en nutrition, tu vois, par exemple, alors je n'ai pas la prétention d'être très calé, mais je Mhm. fais tout mon possible pour le devenir. Je me forme de ouf, mais je me rends compte que la nutrition sportive, c'est vraiment un autre monde parce que tu vas adapter certaines choses en Ouais. fonction de l'échéance, en fonction du. C'est un autre monde en fait. Ouais, ouais, ouais. Et pour les sports de combat, je pense que c'est pas les sports les plus simples parce que il y a vraiment tout ce côté catégorie de poids en fait qui règne au final. Ouais, Et ça implique beaucoup de choses, tu vois, c'est pas comme, on va dire le foot où oui, certes, le poids a une incidence sur la vitesse et tout, mais techniquement, si le gars fait 2 kilos en plus, personne lui dira, tu vois. non, mais Enfin, c'est clair. donc non, non, non. Non, mais en tout cas, bah, merci beaucoup. Enfin, moi, c'était vraiment très intéressant aussi la partie mobilité et tout. Enfin, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Donc, merci à tous, merci aux personnes qui ont écouté jusqu'à la fin. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!